Il faut comprendre que l'Iran est un État voyou, un régime sombre. Israël n'est pas contre la population iranienne de 100 millions d'habitants. Israël est contre un régime obscur. Effectivement, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous revenons, actualité oblige, sur le face-à-face Iran-Israël cette semaine, à l'heure où, à la demande expresse de la nouvelle administration Biden, d'intenses négociations se poursuivent indirectement à Vienne entre Iraniens et Américains par l'entremise des pays européens. Alors que sur le terrain, les tensions ne cessent de monter après la destruction le 11 avril dernier imputée à Israël d'une bonne partie des centrifugeuses à uranium souterraines de la centrale iranienne de Natanz. Alors pour en parler en ligne avec nous à Jérusalem, Freddy Eitan. Bonjour Freddy. Bonjour. Freddy, vous êtes un diplomate israélien expérimenté, plusieurs fois en poste en Europe, ex-ambassadeur d'Israël en Mauritanie et actuellement directeur du CAP, le CAPE, Centre des affaires politiques et de l'État, au sein du think tank The Jerusalem Center of Public Affairs, ce qu'on appelle le JCPI. Et puis vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres sur Israël, ses défis et ses grandes figures politiques. Alors, première question, le jour même, je crois que c'était en fait ce samedi 17 avril, où Européens et Iraniens constataient presque de concert que certains progrès, je cite, étaient intervenus dans la négociation, intervenus entre eux, en vue d'une réintégration des États-Unis dans le fameux JCPOA, l'accord donc de Vienne, passé en juillet 2015 entre les grandes puissances et l'Iran sur le programme nucléaire iranien, eh bien, un accord qui, je le rappelle, a été ensuite dénoncé par l'administration Trump en mai 2018, eh bien, Téhéran, ce même jour, donc à quelques jours à peine, faisait savoir que désormais, ces centrales atomiques étaient en train d'enrichir de l'uranium à 60%, afin de se rapprocher encore davantage du seuil nucléaire. Or, les Américains, et ça a créé un certain dépit en Israël, ont simplement qualifié cette déclaration, donc du passage à 60% d'enrichissement d'uranium, de provocation, tout en redonnant un feu vert très clair aux Européens de continuer les pourparlers. Alors Freddy, n'est-on pas de plus en plus inquiet en Israël en constatant que décidément le président démocrate Joe Biden semble prêt à faire le maximum de concessions pour réintégrer le pacte de Vienne et reprendre langue avec le régime des mollahs iraniens. Et ce, quitte à devoir faire peut-être entendre raison à Jérusalem ? Écoutez, le programme nucléaire iranien, il faut le savoir, nous ne pouvons pas arrêter ou stopper le programme nucléaire iranien. Mais par contre, en revanche, nous pouvons faire tout pour retarder, si vous voulez, la réalisation de ce projet. Depuis déjà les années 90, nous avons averti le monde entier, y compris l'URSS, qui avait fourni à l'époque une centrale nucléaire, du danger de ce projet nucléaire iranien. Et dans les accords qui ont été signés à Vienne, je vous le rappelle, le 14 juillet 2015, il faut dire que les Iraniens se sont engagés à ne pas enrichir l'uranium au seuil donc de plus de 3,65%, 3%. Aujourd'hui, ils sont capables de le faire à 60% et ils viennent de dire qu'ils pourront avoir aussi enrichir à 90%, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer une bombe atomique. Donc les Israéliens sont évidemment inquiets parce qu'ils sont de plus en plus isolés. Les Occidentaux, la Russie, la Chine et évidemment les Européens s'acheminent à un nouvel accord. Et la date butoir, c'est-à-dire le 21 mai prochain, ce serait donc on arrivera à un accord de principe. On va vers cet accord de principe. Et cet accord de principe va être signé aussi avec les Américains. Israël est écarté complètement de ces négociations. L'Arabie saoudite aussi concernée de premier chef et évidemment les Émirats arabes unis. Mais il faut dire que le contexte régional aussi a changé avec deux importants événements. Le premier, ce sont les accords d'Abraham, c'est-à-dire qu'Israël se trouve à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Iran, puisque l'Iran, c'est à 2000 kilomètres de Tel Aviv, d'une part. Et deuxièmement, l'Iran a signé aussi
un accord de coopération stratégique avec la Chine. Donc tout cela change la donne. Alors justement, Freddy, dans ce contexte de tension grandissante entre Washington et Jérusalem, et vous le rappeliez vous-même, on a l'impression que les actions militaires israéliennes en mer comme au sein même des centrales nucléaires iraniennes déplaisent de plus en plus, évidemment, l'administration américaine. Or, on a vu ces derniers jours dans l'entourage de Biden lui-même, certaines voix viennent même de dire que ces actions de sabotage et de destruction de centrifugeuses à uranium imputées à Israël, je cite, font le jeu de l'Iran. Alors jusqu'où pourrait, d'après vous, aller cette polémique regrettable entre Washington et Jérusalem, qui n'est pas encore affichée au grand jour, mais qui pourrait être bien pire? Écoutez, il y a une convergence entre nous et les États-Unis. Je vous rappelle que le secrétaire d'État à la Défense, Austin, était là il y a quelques jours. Il a eu des négociations avec Netanyahu et Gantz, ministre de la Défense. Il y a une certaine coordination. Et les Israéliens ont exposé leurs revendications aux États-Unis et les États-Unis savent très bien ce que pense Israël. Et il y a convergence aussi que le but exact des États-Unis comme des Européens, c'est de ne pas que l'Iran possède sa première bombe atomique et les Occidentaux, comme les Israéliens et les Américains, sont d'accord à ne pas permettre à l'Iran de fabriquer une bombe. Mais il y a aussi ce qui se passe, c'est sur le plan tactique. Au sein même de l'État d'Israël, au sein même d'Israël, il y a certaines divergences. Comment réagir? Est-ce que réagir sans les États-Unis ou avec les États-Unis? Comment faire? Est-ce qu'une opération ponctuelle contre les sites nucléaires, et je vous rappelle qu'il y a plus de 15 sites, ce n'est pas comme à Bagdad où il y avait, les Irakiens avaient une centrale nucléaire au Irak et a été détruite par Israël en 1981, les Iraniens sont très malins. Ils ont donc éparpillé un peu partout, et surtout à Natanz et à Corfou. Donc, il y a 2 centres qui enrichissent l'uranium avec des centrifugeuses très sophistiquées. Alors, comment faire? Là, et le dilemme est grand. Et ce que vous venez de dire concernant des actions, des activités, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Le Mossad a récupéré des archives. Il y a eu l'attentat contre des savants, des scientifiques donc iraniens. Et cela se fait en mer comme sur terre et contre l'acheminement d'armes et d'armement. Et donc, dans ce contexte-là, il est très important de coordonner nos relations avec les États-Unis et nos activités avec les États-Unis. Mais si les États-Unis, si l'administration Biden, s'achemine vers un mauvais accord, Israël n'est pas tenu, je le répète, et Netanyahou l'a dit plusieurs fois, n'est pas tenu à respecter cet accord. Alors justement, dimanche 18 avril, il y a eu pour la première fois depuis 2 mois la réunion du cabinet de sécurité israélien, et l'un des participants qui préférait rester sous anonymat a déclaré ceci, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire: les Américains veulent un accord à tout prix avec les Iraniens, et les Iraniens le savent très bien. Donc, si vous voulez, c'est comme deux logiques qui vont finir par se rencontrer. Et donc, on a affaire à une politique complètement opposée à celle menée par le président Trump. Et alors, ma question, c'est que est-ce que l'État hébreu, dans ce contexte, vous le disiez aussi tout à l'heure, peut continuer à agir ainsi tout seul pour s'opposer au nucléaire iranien, alors que l'Amérique et l'Europe, on vient de le dire, veulent absolument arriver donc à un accord à n'importe quel prix. Est-ce que nous, on peut être le mouton noir de cette grande fête? D'ailleurs, le JCPOA, il a été signé, comme vous l'avez rappelé, le 14 juillet, avec des lampions et des sourires. Et ça a mené à des grincements de dents ensuite. Mais est-ce que là, on ne va pas vers une nouvelle capitulation américano-occidentale vis-à-vis des Iraniens? Il y a 2 choses. D'abord, il faut dire que l'administration Biden veut gommer complètement toutes les actions que l'administration Trump a menées. Donc, il y a là une situation beaucoup plus sur le plan interne américain. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est une promesse du président Trump de revenir donc au dialogue avec les Iraniens pour plusieurs raisons. Il faut rappeler quand même que l'administration Biden a d'autres chats fouettés, je dirais.
Et sur le plan intérieur, il y a évidemment la lutte contre le coronavirus. Il y a ces tensions avec la Russie, et il y a des tensions avec la Chine, il y a un retrait de l'Afghanistan. Donc, il y a plusieurs problèmes qui concernent les Américains, et les Américains ne veulent plus, comme avant, être le gendarme au Moyen-Orient et mener une bataille contre l'Iran et créer donc et d'essayer par tous les moyens de trouver une solution pacifique d'une part, mais aussi sur la diplomatie, donc une diplomatie classique. Mais le problème, c'est qu'on est parti donc dans ces directions, et il faut rappeler que celui qui mène les négociations au nom des États-Unis, au nom de l'administration Biden, est un certain Robert Malley, un ambassadeur qui a été déjà dans l'administration Obama, et c'est lui qui était chargé du dossier iranien. Donc, il n'y a pas de changement depuis Obama avec Biden dans cette perspective-là. Mais aussi, il faut dire que les Américains poursuivre une politique qui pourrait être dangereuse, non seulement pour Israël, mais aussi pour toute la région, parce que pour la première fois aussi, Israël, l'Arabie saoudite et d'autres n'ont pas été conviés, bien que je vous rappelle que le président Macron a déclaré à plusieurs reprises que ce qu'on appelle les puissances régionales devraient être associées à ce nouveau accord, ce nouvel accord. Et ça, c'est une première constatation. La deuxième, c'est que nous nous trouvons dans une situation où il n'y a pas eu des conditions préalables concernant les missiles balistiques et concernant le terrorisme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'attaquer donc un projet nucléaire ou de nuire à la production d'une bombe atomique. Et c'est un ensemble. Il faut comprendre que l'Iran est un État voyou, un régime sombre. Israël n'est pas contre la population iranienne de 100 millions d'habitants. Israël est contre un régime obscur. Et donc, dans ce cadre-là, nous devons agir contre le régime et non pas contre la population qui vit d'ailleurs en détresse et dans une crise économique depuis 1979, depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les Européens, je dirais, ignorent complètement le régime. Le régime qui, il faut le rappeler, est un régime théocratique, un régime qui non seulement sème la terreur un peu partout, mais qui a des satellites tout autour de l'État d'Israël, c'est-à-dire depuis le Liban avec le Hezbollah, en Syrie évidemment, en Irak, mais aussi au Yémen. Et les Iraniens, avec les Houthis, peuvent, comme ils ont fait, comme ils ont attaqué donc l'Arabie saoudite, sont capables aussi d'attaquer Israël à partir du Yémen. Et fort heureusement, avec les accords d'Abraham, nous nous trouverons à proximité de ce qu'on appelle du passage et du détroit entre nous et les Émirats arabes unis. Donc nous pouvons avoir un accès beaucoup plus facile si demain il y aurait probablement une confrontation avec l'Iran. Alors, l'un des griefs qu'on avait fait à l'époque d'Obama à cet accord qui ne portait que sur le nucléaire, c'est ce que vous avez rappelé, à savoir qu'on avait les Occidentaux et les grandes puissances n'avaient rien exigé en contrepartie des Iraniens en ce qui concerne la poursuite de leur programme de missiles balistiques et leur menée terroriste et de financement logistique et financier du terrorisme aux quatre coins de la région. Or, il s'avère, d'après ce qu'on a vu ces derniers jours, qu'à nouveau, on repart dans la même direction à Vienne et que ces deux dossiers que vous rappeliez, les missiles et le terrorisme iranien, sans parler des droits de l'homme, puisque l'administration Biden a eu beau jeu de vilipender il y a un mois l'Arabie saoudite pour cette violation des droits de l'homme, mais en Iran, c'est bien pire. Et là, on n'entend rien du tout. Et donc, ces trois sujets qui sont tout de même à mettre dans la balance quand on veut faire un accord, surtout que Anthony Blinken avait dit que si les États-Unis renégocient un accord, ils renégocieraient un accord fort, un accord confortable pour tout le monde et pour l'Occident. On ne va pas du tout dans cette direction. Ces trois sujets ne sont pas du tout à l'ordre du jour de Vienne. Écoutez, je vais un peu plus loin. Je dirais qu'il y a un certain esprit de Munich
qui plane dans ces négociations à Vienne. Et là, c'est assez grave. Il y a une certaine indifférence aux revendications israéliennes parce qu'on ignore que l'Iran veut rayer de la carte l'État juif, l'État sioniste, l'État d'Israël. Et donc, il ne faut pas l'oublier à chaque fois par des discours belliqueux des ayatollahs. Et donc, il faut mettre en parallèle ce que, à l'époque des années 30, ce qui s'est passé, cette indifférence, je dirais une indifférence mortelle vis-à-vis de l'Iran, et ceux qui disent que l'Iran, parce que Israël et l'administration Trump a annulé donc cet accord, a violé pour eux cet accord qui a été signé donc en 2015, cela ne veut pas dire que l'Iran aurait pu avoir sa bombe atomique. C'est-à-dire qu'il y a eu des opérations ponctuelles depuis plusieurs années contre l'Iran, et si Israël, en premier chef, n'avait pas agi et réagi et accompli certaines opérations spectaculaires dont je viens de les mentionner, eh ben, l'Iran aurait pu avoir aujourd'hui sa bombe atomique. Alors, en ce qui concerne justement le front très dilué qui s'oppose à l'Iran, il semble que cette posture très provocatrice de l'Iran, qui s'est parfaitement utilisée à son avantage, cet affaiblissement et ce goût diplomatique américano-européen pour toutes sortes de compromis, eh bien, il semble que peut-être au sein de l'Union européenne, il y a quand même des pays qui ne suivent pas forcément la position allemande, britannique et accessoirement française, qui est peut-être un peu plus nuancée, mais qui, quant à eux, ne sont pas disposés de la même manière à l'égard de ce dialogue complice, j'allais dire, entre Téhéran et Washington. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas une politique homogène, une politique unie de l'Europe, ni sur le plan économique comme sur le plan évidemment diplomatique ou politique. Donc il faut partager l'Europe en deux, c'est-à-dire l'Europe occidentale et l'Europe centrale, c'est les pays du centre et de l'Est, donc les anciens régimes soviétiques. Donc il y a là une situation où Israël se trouve a de très bons rapports avec, d'une part, ce qu'on appelle les pays du Balkan. Comme vous le savez, il y a eu récemment aussi avec la Grèce, avec Chypre, il y a des accords et il y a même des contacts permanents sur le plan militaire et stratégique. Nous avons de très bonnes relations avec l'Autriche aussi. Nous avons des bonnes relations avec les Tchèques. Et donc, que vous savez très bien, ils sont venus là, le chancelier autrichien était là pour voir comment les Israéliens ont gagné la course des vaccins. C'est un atout considérable, je dirais un atout diplomatique concernant donc les relations internationales. Et nous avons aussi les problèmes que nous connaissons vis-à-vis concernant non seulement les problèmes du terrorisme que la France en particulier est concernée, et donc nous devons trouver une solution. Mais la solution d'aller dans une opération diplomatique sans connaître exactement ce que fait l'Iran, parce que le problème aussi est l'inspection. L'AIEA a plusieurs fois, à plusieurs reprises, a dénoncé les violations permanentes de l'Iran concernant les accords de 2015. Et on sait très bien que l'Iran s'achemine vers une bombe atomique. On sait très bien que les sites militaires iraniens n'ont pas accès donc aux inspecteurs de l'AIEA. Donc tout cela devait changer. Et si, hélas, les Américains poursuivent aveuglement, je dirais, l'acheminement vers un accord qui ne sera pas dit, on pourra signer un accord de principe, mais un accord final prendra du temps, peut-être une année entière pour pouvoir négocier et conclure un accord. Et d'ici là, l'Iran souhaite aussi lever donc les sanctions d'une part et être indemnisé par les Américains parce qu'ils disent que l'annulation donc de l'accord par l'administration Trump a causé des pertes aux Iraniens
Donc, ils veulent une compensation. Et ça, c'est du culot, évidemment, de la part des Iraniens. Absolument. Donc, dans ce concert-là, dans ce contexte-là, nous devons agir sagement, nous devons agir la tête froide, parce qu'il faut savoir aussi comment nous allons réagir au surlendemain. C'est là le problème. Comment Israël va réagir, comment vont réagir Absolument. le Hezbollah, le Hamas, les Syriens et autres, et aussi comment va s'acheminer aussi l'élection en Iran, puisque Absolument. je vous le rappelle, dans 2 mois, il y a des élections en Iran. Et Rouhani, qui a achevé 2 mandats, pourra éventuellement terminer donc son mandat, et il y aura d'autres élections, et il se peut que les conservateurs, évidemment, auront le dessus. Ah bien, merci. En fait, on voit bien que ce dossier sulfureux, et sans faire de jeu de mots assez explosif, reste en suspens. On y reviendra, il faudra le suivre de très près. Je vous remercie en tout cas, Freddy Eitan, pour ce panorama complet. Et merci pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi aux auditeurs, et à la semaine prochaine.